Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes membre du Club 89 de Paris et vous êtes quelqu'un de spécialement imprégné des questions internationales. Bien sûr. Alors, que vous inspirent les événements de ce week-end au Venezuela? Donald Trump qui a donné, qui a ordonné l'assaut des forces spéciales américaines sur Caracas, qui a conduit à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse qui se trouve aujourd'hui dans une prison de Brooklyn. Quelle lecture vous faites de cette actualité? Ce n'est pas une surprise parce que ceux qui ont lu le document de stratégie américaine qui avait été dernièrement voté par le Sénat devaient comprendre que les Américains ont mis fin au droit international. Oui. Le droit international ne les concerne plus parce que dans ce document, il est stipulé que les Américains ne vont plus promouvoir la démocratie. Ils vont maintenant promouvoir leurs intérêts. Ils n'auront plus besoin des concepts de droit, l'autorisation du Conseil de sécurité pour prévoir leurs droits. Pourquoi en-t-on arrivé là-bas? Parce que les Américains ont compris que le fait, depuis quelques décennies, de faire la promotion de la démocratie a profité à la Chine. À la Chine, oui. Voilà. Et la Chine est en train de rattraper les Américains comme une puissance économique mondiale. Les Américains veulent mettre fin à ça ou bien freiner à ce que l'échéance se fasse plus longtemps. Donc ils ont commencé à considérer que l'Amérique latine, c'est leur arrière-cour. Voilà. Et ils feront tout pour chasser les Chinois en Amérique latine. Déjà que l'Argentine leur est acquise, la Chili également, les Américains ont manipulé les élections pour que leur candidat chilien puisse passer. Le Honduras. Le Honduras, voilà. oui. Même chose. Maintenant, il y a le Venezuela. Le prochain, ça sera la Colombie et... Le Mexique. Mexique, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que Mexique, c'est un peu l'usine des produits intermédiaires de l'industrie américaine. Donc, pour déstabiliser le Mexique, comme vous voyez l'industrie automobile américaine, la grande partie de ce qu'on appelle les matières intermédiaires qui rentrent dans la construction sont produites au Mexique. Le Mexique, ils vont un peu calmer et je pense que le Mexique leur est acquis. Il ne faut pas se faire d'illusions parce que le Mexique ne peut pas faire front aux Américains, de telle sorte que les États-Unis puissent maintenant tout leur haut du Colorado. Donc il y a le pays de Fidel Castro. Cuba va tomber comme un fruit parce que c'est le Venezuela qui soutenait économiquement Cuba. Donc l'enjeu, c'est la bataille du leadership économique mondial. Les États-Unis, dans leur document de sécurité, ont dit qu'il faut d'abord consolider leur arrière-cour. Donc les États-Unis n'accepteront plus que les Chinois viennent pâturer comme voisins. Voilà. Tout près de donc, et pour réussir leur coup, ils ont dit carrément que le droit international met ça de côté. Et l'accusation portée contre Maduro, c'est le narcoterrorisme, et en fait, surtout le narcoterrorisme et prolifération des stupéfiants aux États-Unis, drogue, etc. Alors, est-ce que cette accusation tient vraiment debout? Ou c'était juste un alibi pour Donald Trump pour mener son coup? C'était un alibi d'emballage pour faire passer cela à l'opinion publique américaine. En disant que Maduro fait la même chose qu'on avait accusé Saddam Hussein d'armes de destruction massive. D'autres enjeux que vous devez voir dans cet aspect-là. Pourquoi maintenant les Trump anticipés? Parce que ça devait arriver, mais un peu plus tard. Vers un mois avant les mi-termes, pour pouvoir avoir une cote. Pourquoi commencer maintenant? Parce qu'il y a un autre enjeu qui est en train de se passer, l'Iran. Pourquoi l'Iran? Parce que les États-Unis freinaient les ardeurs d'Israël de ne pas bombarder l'Iran pour ne pas déstabiliser l'approvisionnement du pétrole du Moyen-Orient. Maintenant, comme ils ont déjà le pétrole vénézuélien, et n'oubliez pas que c'est la première réserve mondiale de pétrole. 303 milliards de barils de réserve. L'Arabie Saoudite vient en deuxième position, 267 milliards de barils de réserve. Donc, les États-Unis n'ont plus besoin du pétrole du Moyen-Orient. Donc, ils peuvent maintenant donner le feu vert à Israël de déstabiliser l'Iran. Et vous avez déjà compris qu'il y a déjà des manifestations qui sont en train de se passer en Iran. Parce qu'il faudra absolument, pour le leadership d'Israël dans le Moyen-Orient, la seule force qui reste actuellement, c'est l'Iran. Parce que pour asseoir le leadership israélien, il a fallu dans le temps décapiter tout ce qui pouvait
faire front. Ouais. À L'Irak, à l'Israël, ouais. il y a Saddam Hussein, Saddam Hussein, a fait El-Assad El-Assad de aussi, Syrie, ouais. Kadhafi. Kadhafi. Ouais. Maintenant, pour diriger les pays du Moyen-Orient et ne pas avoir de problème, il faut s'entendre avec Israël et entrer dans les accords d'Abraham. Donc la conséquence, c'est que les Américains n'ont plus besoin du pétrole du Moyen-Orient. Ils ont déjà le Venezuela, donc ils peuvent donner le feu vert à Israël de déstabiliser l'Iran. Ouais. Mais il faut dire que la première tentative a été un échec aussi pour Israël, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup vu les images, même la communication a masqué beaucoup de choses. Et Israël en a quand même pris un sacré coup dans la première tentative. Parce que, et Tel Aviv, pour la première fois, qui a reçu des déflagrations sérieuses. Parce que les Américains ne s'y sont pas investis. Ils ont voulu seulement faire une petite menace et arrêter. Si cette fois-ci, les Américains s'y mettent, l'Iran sera déstabilisé. Ouais. Voilà. Il faut pas perdre de vue que les Américains ont ce qu'on appelle la CIA, ce qu'on appelle l'État profond. La CIA reste actuellement l'organisation la plus puissante au monde en matière de ce genre d'opérations, ce qu'on appelle les opérations spéciales. Vous avez vu comment Maduro a été cueilli. Incroyable. Donc, ils ont désactivé tout le système de défense anti-aérien. Désactiver même l'alarme qui était à la présence et entrée. Et là où je dis aux Africains qu'ils aiment toujours se dire que nous allons aller vers la Russie, nous allons aller vers la Chine, vous perdez votre temps. Justement, docteur Jean-Marie Kémajou, est-ce que l'Afrique doit s'inquiéter? Est-ce que je veux dire, une organisation comme l'AES peut s'inquiéter de ce qui s'est passé au Venezuela? Parce qu'avant le Venezuela, Donald Trump a organisé des frappes au Nigeria. Et bizarrement, curieusement, le Nigeria n'a pas condamné ces frappes et ne sont pas inquiétés particulièrement pour ce qui s'est passé sur leur territoire, qu'une puissance étrangère vient mener les frappes sur leur sol. C'est pour revenir sur l'Afrique. Quand je vois certains Africains dire que nous allons chercher le parapluie russe, c'est de la rigolade. Les Russes ont déjà défendu qui? Kadhafi, Saddam Hussein, Assad et Maduro. Bon, vous voyez qui étaient les amis des Russes et essayer de voir leur sort. Je pense que la meilleure façon aujourd'hui avec le droit international, parce que le droit international protège le faible. Voilà. Le droit international n'a jamais protégé le puissant. Donc le droit international protège le faible. Nous sommes faibles. Et c'est maintenant à l'Afrique de tirer les leçons de ce qui est en train de se passer, de trouver une autre formule de coopération. Et cette coopération-là ne peut se faire qu'en étant réaliste. Je vous donne un exemple. Je suis arrivé au Vietnam. C'est à l'invitation d'un camarade de classe. J'ai vu les industries américaines et françaises partout au Vietnam. Je leur pose la question, mais comment? Les Américains et les Français vous ont bombardé, Ils vous ont fait la guerre. Pourquoi vous leur déroulez le tapis rouge? Il me dit que mais vous les Africains, vous n'avez encore rien compris. Si vous montrez aux Occidentaux que si vous êtes puissant, vous allez les écraser, vous ne serez jamais puissant. Utilisez le confucianisme. Le confucianisme, c'est ce que les Chinois ont... Ouais, c'est la doctrine chinoise. C'est ce que les Chinois ont utilisé. Coopérer avec eux. Jusqu'à devenir puissants. C'est la seule voie. Les autres voies, nous ne sommes pas allés voir les Russes, nous ne sommes pas allés voir les Chinois, mais nous rassurons tout le monde, les Occidentaux, mais tout en ayant une manœuvre politique et économique un peu intelligente et indépendante. Les slogans, nous ne sommes pas sur les slogans, comme vous faites. Oh, il faut chasser les Français. Oh, il faut bannir le franc CFA et tout ça. Il faut bannir le franc CFA. Non. Le Vietnam devait nous parler. Ça, les pays asiatiques, parce que les pays asiatiques ont été colonisés au même titre que nous. Et vous verrez que Trump ne menace aucun pays asiatique. Trump, parce que les pays asiatiques rassurent tout le monde. Mais nous sommes dans les pleurnicheries. On accuse les Occidentaux, même quand on divorce avec notre femme, on voit la main de la France derrière. Donc, et que l'Afrique est devenue ridicule, qu'il suffit qu'un chef d'État insulte la France, même si ce chef d'État maltraite toute sa population, tout le monde est derrière ce chef d'État. Parce qu'il a insulté la France. Parce qu'il insulte la France. Donc, voilà la stratégie qu'il faut faire. Et n'oubliez pas que les Chinois sont devenus puissants en jouant ce jeu-là, en ouvrant leur pays aux Occidentaux. Voilà. Et jusqu'où peut s'étendre ces puissances chinoises aujourd'hui? On a entendu la Chine est l'un des rares pays à avoir exigé la libération immédiate de Nicolas Maduro. Ça reste juste des mots ou la Chine est capable d'aller plus loin? La Chine ne peut
dit que cela. Ouais. La Chine n'agira pas. Pourquoi la Chine n'agira pas? Parce qu'il y a Taïwan. Ouais. La Chine voulait aussi utiliser ce que les Américains ont fait au Venezuela pour récupérer Taïwan. C'est ça que je dis aux Africains. Faites attention aux intérêts, aux jeux des superpuissances. Ouais. Voilà. Pourquoi la Russie a lâché Maduro? C'est ça la vraie question. Voilà. Pourtant, on savait Maduro soutenu par la Russie. La sécurité de Maduro était faite par les Russes. Et je vous dis qu'il a eu un deal. Oui. Le deal, c'est que les Américains vont soutenir de façon discrète les Russes sur le problème ukrainien. Et vous fermez un peu les yeux sur ce qu'on va faire au Venezuela. Au Venezuela. Donc, j'ai tout dit aux Africains de faire attention, d'être l'objet des enjeux de négociation des jeux de superpuissance. Il faut devenir faire une diplomatie intelligente. Docteur Jules-Marie Kémajou, vous attirez notre attention sur un fait. On sait que les Américains ont lâché un ultimatum à Poutine sur le dossier ukrainien. Et chose curieuse, c'est les Américains qui vont... C'est Donald Trump qui a lâché l'ultimatum, qui envoie encore son secrétaire d'État négocier pendant de longues heures avec Poutine. Alors, c'est celui qui lance l'ultimatum qui attend souvent qu'on vienne le voir. Mais il envoie plutôt voir celui qui présente et qui prétend menacer. Et conséquence, quelques semaines après, c'est Maduro qui tombe. Ça veut dire c'était un deal qui était en train de se négocier. Faites attention au discours diplomatique parce que ce qu'on dit de façon diplomatique, officielle, cache souvent certaines choses qu'on fait en coulisses. Wow. Voilà. Incroyable. Alors, docteur, quelques réactions après. Forcément, des réactions, il y en a eu partout. Côté russe, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, c'est même toute l'administration étrangère russe qui a réagi et ça ne s'est arrêté qu'à ce niveau-là. Alors, on peut constater aujourd'hui qu'il y a comme une sorte de tendance expansionniste. Les États-Unis sont en train de faire en Amérique latine ce qu'ils reprochent à la Russie finalement du côté des Europes avec l'Ukraine. Et on peut dire aujourd'hui que la Chine elle-même veut récupérer toutes ces chasses gardées, Taïwan, Hong Kong, même déjà qu'ils ont réussi à prendre. Et on a l'impression que l'Afrique finalement devient comme une espèce de théâtre justement de ces tendances expansionnistes. Comment comprendre aujourd'hui avec ce qui s'est passé au Venezuela la position que l'Afrique doit avoir justement par rapport à ces puissances-là? Est-ce que c'est une continuité expansionniste quand on sait que la Russie s'implante en RCA, la Chine est presque partout, les États-Unis qui jouent leur partition toujours avec les minéraux du côté du Congo? Est-ce que finalement c'est ce jeu qui continue en Afrique? Oui, les Africains, je dis, tu dois être réaliste. Il faut que les Africains tiennent compte des rapports de force qui sont en train de se faire. Où se trouve la force aujourd'hui? Il faut s'accrocher au wagon le plus fort. Si vous accrochez au wagon le plus faible, vous allez perdre. C'est qui? C'est la Russie? C'est la Chine? C'est les États-Unis? Non, je pense que les Africains doivent plutôt... Bon, je veux le dire, les gens vont me traiter de tout, de vendu aux Occidentaux. Je pense que les Africains doivent tirer les conclusions de ce qui se trouve au Venezuela, que leur souveraineté peut être menacée s'ils font front contre le bloc occidental. Vous avez vu que même les Européens ne bavardent pas trop. Ils ne bavardent pas, voilà. Ils sont en jarre là. C'est-à-dire même les Européens ont vu que les Américains, quand ils mettent leur puissance en marche, Trump c'est quelqu'un... Les démocrates tiennent parfois compte du droit international parce que c'est dans leur ADN. Mais Trump, c'est même pas ça. Ils sont fous. Voilà. Trump est contre la démocratie. Trump a dit en privé au président de la Corée du Nord que s'il avait ce pouvoir-là, qu'il a, ce que les États-Unis vont creuser l'écart avec la Chine. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas imposer, le Sénat va bloquer. Donc Trump admire tous ceux qui sont forts. Il admire les dictateurs. Il admire les dictateurs. Quand tu admires les dictateurs, parce que tu es dictateur, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, Trump devait requérir l'avis du Congrès. Sénat, le Congrès devait autoriser cette opération vénézuélienne. Il n'a pas informé le Congrès. Trump ne l'a pas fait. Voilà. Trump ne l'a pas fait. Il dit que... Et lui, il tue le droit quand ça l'intéresse. N'oubliez pas que l'ONU avait voté le devoir d'ingérence. C'est ce qu'il a utilisé. Pas le droit d'ingérence. L'ONU avait voté déjà, institué. C'était Kouchner, c'était les Français qui avaient instauré cela. Qui puisse avoir le devoir d'ingérence. C'est-à-dire si n'importe quel État voit qu'il y a un peuple qui souffre,
l'État peut intervenir sans passer par le Conseil de sécurité. Ça, c'est le devoir d'ingérence. Et c'est ce que Trump a utilisé. Mais docteur, que vaut aujourd'hui le droit international qui finalement est bafoué selon que des tendances expansionnistes sont sur la table? Poutine aujourd'hui s'en fout pas mal des décisions de la CPI, Trump s'en fout pas mal pour prendre ses choix, la Chine elle-même s'en fout pas mal dans sa guerre avec les Philippines en mer de Chine. Finalement, est-ce qu'on se retrouve sur un plateau sur la scène internationale où il n'y a que finalement les plus faibles qui respectent ces droits internationaux? Voilà. Actuellement, c'est ce que les Américains veulent. Les Américains veulent mettre fin au droit international et que ce soit le plus fort. Mais ils critiquent ceux qui ne respectent pas, a priori. Oui, mais lorsqu'on a la force, on utilise le droit comme on veut. Voilà, je te dis que... C'est fou. Voilà. Alors, Jordan, tu avais Docteur Jules Kemadjo, dites-nous un peu, si aujourd'hui ce climat continue de se vivre sur le sol vénézuélien, est-ce qu'on peut avoir peur effectivement d'un enjeu ou encore d'une décroissance au niveau de l'économique des pays producteurs, grands producteurs de pétrole en Afrique comme le Nigeria et la Libye aussi? Déjà qu'on va ouvrir les vannes du pétrole vénézuélien, parce que le Venezuela produisait peu à cause des sanctions. Ne vendait son pétrole que à la Chine. Ouais. Les Américains vont ouvrir ces vannes. Ça veut dire qu'il y aura une surproduction de pétrole sur le marché. Si l'Iran n'est pas déstabilisé, le coût du baril va baisser. Et si le coût de baril baisse, ça va jouer sur les petits producteurs de pétrole africains. Ouais. Parce que le pétrole va chuter naturellement en Afrique. Et pourquoi le pétrole vénézuélien intéresse beaucoup les Américains? Le Venezuela a les réserves du pétrole lourd, très fort en soufre. Il faut être lourd. Les raffineries américaines ne raffinent que du pétrole lourd. Pourquoi? Parce que les Américains avaient préféré soit garder leur pétrole en réserve ou l'exporter pour racheter du pétrole lourd à l'extérieur et faire tourner le dollar. Donc, et jouer sur le cours du dollar. Maintenant, et quel est l'avantage du pétrole lourd? C'est ce que le Cameroun a aussi. Donc, la Sonara ne pouvait pas raffiner le pétrole du Cameroun parce que le Cameroun produit du pétrole lourd. Le pétrole lourd a une décote sur le marché international autour de $15 le baril. C'est-à-dire c'est moins cher. Donc, les Américains, en bons capitalistes, vendaient leur pétrole cher pour acheter un pétrole moins cher et raffiné. Et raffiné. Incroyable. Ouais. Donc, et comme le pétrole léger est plus cher, ils ne voulaient pas raffiner le pétrole léger chez eux. Ils vendent, avec cet argent, ils rachètent du pétrole lourd, ils ont plus de marge. C'est très stratégique. Ça. Très stratégique. Alors, docteur Jean-Marie Kemadjo, ce matin, le monde scrute le ciel américain pour savoir qu'est-ce qui va se passer. On a vu une transition confiée par la Cour suprême à la vice-présidente du Venezuela. Quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre des chavistes, toujours au pouvoir, parce que la vice-présidente, c'est toujours une chaviste. Est-ce qu'ils peuvent tenir tête aux Américains? On sait que Trump a dit, ils ont fait cette première opération, ils n'aimeraient pas faire une seconde, mais si on les oblige, ils le feront. Est-ce que les chavistes sur place pourront être renversés par un nouveau système installé par les Américains, ou ils vont essayer d'adoucir les chavistes pour continuer à faire affaire avec eux? Voilà. La vice-présidente vient de dire qu'elle va coopérer avec les Américains. Wow. Réalisme. Et qu'il faut qu'elle trouve avec les Américains un accord équilibré. C'est le mot. Quand on dit accord équilibré, ça veut dire que, comme Trump a dit que ce sont les Américains qui sont à la commande. Mais elle ne peut pas dire que non, j'accepte que les Américains soient à la commande. Elle trouve un mot diplomatique. Ouais, voilà. Et qu'elle va coopérer. Je pense qu'elle est obligée de coopérer. Absolument. Voilà, absolument. Et elle va devenir réaliste. Sauf si y a un soulèvement populaire. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi l'opposition a été souvent très forte au Venezuela? Là, c'est aussi la faute des Chinois. Ouais. N'oubliez pas que c'est plus les Vénézuéliens d'origine européenne qui sont trop dans l'opposition. Ils étaient des commerçants. Ouais, les Espagnols et tout Oui, ça. Ouais. ils étaient des commerçants, ceux qui contrôlent les entreprises. Les Chinois sont venus les chasser dans le commerce. Vous comprenez bien. Et tous se sont mis maintenant dans l'opposition. Voilà. Et les Chinois ont aussi une tendance que quand ils viennent dans un pays, ils veulent tout faire. Mais, docteur, en même temps, au Venezuela, on ne voit pas trop l'opposition se réjouir de la situation actuelle, puisqu'on aurait cru que Donald Trump viendrait ouvrir la porte à l'opposition pour accéder au pouvoir, mais ça ne semble pas être le cas. Est-ce que la puissance des chavistes et le risque de soulèvement populaire qui inquiète, qui pousse les États-Unis à cette prudence, ou alors c'est plutôt la faiblesse de l'opposition? C'est l'armée qui n'est pas acquise à l'opposition. Voilà. Parce qu'on ne peut pas ouvrir sans restructurer l'armée, sans faire un changement dans l'armée. Il risquerait d'avoir un coup d'État. Ouais. Donc, l'armée reste chaviste
en majorité. Et il y a aussi cette milice pro-chaviste, j'ai oublié le nom, qui est très puissante et qui ont même des armes. Ils sont pas trop pro-Maduro, mais ils sont hyper chavistes et apparemment c'est les gars qui jouent un rôle puissant et ils bloquent même les assauts de l'opposition. C'est des gars très 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 puissants. Oui, justement, c'est pour ça que les Américains ne veulent pas faire une guerre sur terre. Ouais. Changer, décapiter seulement le sommet, coopérer avec la personne qui sera. Parce que Delcy Rodriguez n'a pas encore acté la vacance de pouvoir. Parce que si la Cour suprême acte la vacance de pouvoir, il faut 3 mois pour faire les élections. Ouais. Actuellement. Mais c'est celui qui a des négociations en coulisses entre Trump et la vice-présidente de Venezuela. Et la Cour suprême aussi. Et la Cour suprême. Et vous connaissez Trump. Si la Cour suprême ne joue pas le jeu, Trump va sanctionner. Ouais. Voilà, comme Trump a sanctionné les juges de la CPI. Donc Trump leur a menacé de... Chacun doit respecter ce qu'il dit, sinon il y a sanction. Est-ce qu'on peut espérer que le droit aux États-Unis, on sait que les tribunaux américains sont complètement indépendants, est-ce qu'on peut espérer qu'un jour Maduro retrouve la liberté si Trump n'arrive pas à prouver ces accusations? Parce que c'est ça aussi la justice américaine. Trump a envoyé le dossier à un procureur fédéral nommé par lui. Oui. Pas un procureur de l'État de New York. Ouais. Voilà, c'est un procureur fédéral. Voilà. Donc, elle dit déjà qu'elle a réuni 25 chefs d'accusation. Ouais. Voilà. Trafic de drogue, financement... Narcoterrorisme. De narcoterrorisme, tout. Bon. Répression des opposants aussi. N'oublie pas que la CIA doit absolument rentrer avec les documents qu'ils ont trouvés dans la chambre. Dans la chambre de Maduro. Voilà. Il faut que ces documents-là soient compromettants. Et ils peuvent même en fabriquer. Voilà, c'est vous pas avez ça tout qui est compris. compliqué. Et pour remettre ça au juge, que voici les éléments. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de cette violation claire de la souveraineté d'un pays comme le Venezuela? Vous semblez être très pessimiste quant à la capacité du Venezuela aujourd'hui à reprendre le dessus. Est-ce qu'un soulèvement populaire, est-ce que le scénario libyen n'a pas forcément suivi la trajectoire qui était prévue avec une guerre qui s'est déclarée, avec 2 gouvernements qui se bagarrent finalement encore aujourd'hui? Est-ce que le cas libyen pourrait se répercuter du côté du Venezuela? Justement, c'est pour ça que les Américains disent qu'ils sont à la commande, pour éviter le cas libyen. Le cas libyen, c'est qu'on a fait partie Kadhafi, on a laissé les... On n'a pas prévu le service après-vente. Il n'y a pas de service après-vente. Maintenant, les Américains vont faire du service après-vente. Et vous allez remarquer avec le signe de Trump que l'ambassadeur des États-Unis au Venezuela sera réellement le vrai président. Incroyable. Au détriment du droit international. Vous avez vu Trump. Trump sanctionne. Docteur, c'est effrayant aujourd'hui de voir à quel point Trump est incontrôlable. C'est pour que cette leçon doit donner aux Africains de faire bloc. Ouais. Voilà. De faire bloc. Il n'y a pas que les Américains qui sont en train de déstabiliser l'Afrique. Hein. Il y a les Émirats arabes unis. Vous ne les voyez pas venir. Ouais. Le Somaliland, c'est les Émirats arabes unis. Le Soudan, c'est les Émirats arabes unis. Ils sont dans de faire une rentrée en Centrafrique. Incroyable, les Émirats. Les Émirats ont proposé de payer la facture russe. Parce que les gens croyaient que quand les Russes venaient soutenir, c'était un cadeau. Les Émirats ont proposé au gouvernement centrafricain de payer leur facture russe et ça va leur donner des droits sur le pays. Voilà. Chaque puissant veut maintenant ce qu'on appelle son espace vital. Ouais. Les Émirats arabes unis sont déjà... Et le Qatar, c'est le Qatar qui est plus en Éthiopie, avec les terres agricoles. Parce que ce sont des pays du désert où on cultive. Donc l'Afrique va devenir un enjeu. Chaque puissant doit venir prendre sa part en Afrique. Si les Africains restent encore dans leur panafricanisme idiot. Voilà. Si dans leur chacun va venir prendre sa part. Il suffit qu'on vienne. Le Qatar vient dire que oh, la France est mauvaise. Oh, nous sommes derrière le Qatar. Pendant ce temps, le Qatar est en train de vous exploiter. Comme la Chine le fait et la Russie le fait aussi. Comme la Chine. Et s'il y avait pour sortir, docteur Kemajou, quel conseil donnerez-vous si vous étiez confié le rôle de conseiller de nos chefs d'État? Que leur direz-vous face à la nouvelle donne mondiale actuelle? D'abord, faire l'intégration africaine effective. Il faut faire bloc. Les États-Unis n'attaqueront jamais l'Union européenne parce que l'intégration est avancée. Ils font bloc. Ils font bloc. Donc, faire l'intégration effective de l'Union africaine, ça veut dire quoi? Libre circulation des hommes et des biens dans tous les pays africains. D'abord ça. Mutualiser nos forces. Faire une armée africaine. Une seule armée, pas que chaque pays a une armée. Si on fait une armée africaine, ça garantit les frontières. Parce qu'il n'y a qu'une seule armée. Mutualiser nos recherches. Faire un institut de recherche africaine. Que chaque pays qui a ses 100 francs qui veut faire son institut de recherche, on ne trouve rien.
qu'on mette ça dans une mutualisation, parce que le monde aujourd'hui, c'est la technologie et l'innovation qui est en train de se faire. Oui. Voilà. C'est mutualiser nos forces, l'intégration. C'est comme ça que nous pouvons nous protéger. Puis, individuels, nous sommes faibles. Je vous dis que les Émirats arabes unis rentrent déjà En Afrique. en Centrafrique. Et on ne sait pas, c'est ce qu'il doit faire. Chaque pays, le Qatar également a des terres. A des terres agricoles partout. Et le Qatar, on voit même sur les exportations que le Qatar est devenu l'un des premiers producteurs de tomates au monde, alors que le Qatar N'a pas de terre. n'a pas de terre arabe. Le Qatar exporte sa commande. Il cultive ailleurs Voilà, il pour cultive exporter. ailleurs et pour exporter. L'Afrique n'est pas sortie Voilà. de l'auberge alors, hein, docteur. C'est ce qu'il faut faire. Je vous dis, libre circulation des hommes et des biens. Une seule armée africaine. Le monde de demain, c'est la technologie. Un seul institut de recherche scientifique, technologique africaine, où on mutualise toutes nos forces là-bas. Créer les majors dans l'exploitation des mines. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique de créer les ExxonMobil? C'est-à-dire, il y a un seul. Parce que quand ils viennent prendre notre pétrole, on a les 30%, 20%. Ce sont les pays qui exploitent, qui ont la grosse partie. Parce que nous n'avons pas les moyens de financer et les recherches et l'exploitation. transformation, ouais. Créer un major en matière d'exploitation pétrolière en Afrique, que tous les pays mettent des moyens là-bas. Mutualisation des forces partout, c'est tout ce qui peut nous sauver. Merci beaucoup. Si chacun veut rester dans son coin, ma souveraineté, nous sommes perdants. Et on est encore loin de là. Merci beaucoup, docteur Jean-Marie Madiou, d'avoir sacrifié de ce temps pour éclairer la lanterne de nos auditeurs. Infiniment merci et excellente semaine. Bonne année à vous.